Et si je te disais que la Terre tient dans ton écran? Pas une simple image, pas une carte plate, mais un monde vivant, interactif que tu peux explorer, zoomer et analyser. Bonjour, nous sommes Chelsea Jotio et Tom P. André. Nous t'emportons aujourd'hui dans l'univers des globes virtuels. Pour cela, nous allons entrer dans les coulisses de leur création et même découvrir comment en créer un. Notre plan de travail se présente comme suit. Premièrement, nous avons la définition et les concepts. Deuxièmement, l'historique et l'inventaire. En troisième position, nous avons l'architecture des globes virtuels, puis les techniques de création d'un globe virtuel. Ensuite, la mise en œuvre pratique et enfin, les résultats et conclusions. Qu'est-ce qu'un globe virtuel? Un globe virtuel est une représentation numérique 3D de la Terre. C'est un système intelligent qui permet de naviguer du monde entier jusqu'à une rue, d'analyser les territoires et d'afficher les données géographiques. En gros, un globe virtuel est une combinaison de cartographie, d'informatique et de sciences de la Terre. Historique des globes virtuels. C'est en 1993 que les globes virtuels voient le jour, avec le globe virtuel TerraVision. Puis, avec l'évolution du monde et des technologies, ce n'est qu'en 2005, à partir de 2005, que nous avons eu des globes virtuels beaucoup plus sophistiqués, tels que Google Earth, SAS Planet et bien d'autres encore. Il existe plusieurs types de globes virtuels dépendant de l'utilité et du public cible. Dans cet exposé, nous appesantirons sur deux grands types. Les globes virtuels grand public tels que Google Earth, Marble, NASA World Ones et les globes virtuels professionnels tels que Cesium JS, Google Earth Pro et le géoportail IGN. Les globes virtuels peuvent être utilisés dans plusieurs domaines de la vie active tels que l'aménagement du territoire, les recherches scientifiques, la gestion de l'environnement, l'armée et même aussi l'enseignement. Découvrons maintenant comment ça marche. Derrière un globe virtuel, il y a une architecture bien organisée. Imaginons un puzzle à 4 pièces principales. Premièrement, nous avons le modèle géométrique. C'est la forme mathématique de la Terre, généralement considérée comme une ellipsoïde. C'est lui qui garantit que nous sommes bien positionnés dans les systèmes de référence mondiaux. Puis, nous avons les données de surface. Ce sont des images satellitaires et aériennes qui donnent cet aspect réaliste à notre globe virtuel. Ensuite, nous avons le relief. Ici, grâce au modèle numérique de terrain et au modèle numérique de surface, nous pouvons ajouter de la profondeur et du volume à notre globe virtuel. Puis nous avons le moteur 3D. C'est le cerveau du système. Il gère à la fois les zooms, la rotation et la fluidité de notre globe. Créer un globe virtuel, c'est comme suivre une chaîne bien précise. Premièrement, nous avons l'acquisition des données, les images satellitaires, les cartes, le relief et bien d'autres encore. Puis vient le traitement. Ici, on corrige, on aligne et on nettoie les données. Ensuite, nous avons l'intégration. On assemble le tout, les images, le relief et le modèle numérique de terrain. Et enfin, nous pouvons visualiser notre globe terrestre, notre globe virtuel. Ici, on rend le globe interactif et ce n'est qu'à cette étape que l'utilisateur peut l'explorer. Je vais donc passer la parole à mon camarade André qui pourra mieux vous enrichir sur la suite de cet exposé. La première étape de développement d'un globe virtuel, c'est la modélisation de la forme de la Terre. La Terre peut être modélisée à l'aide d'une sphère qui est une surface mathématique simple qui ne tient pas compte de l'abattement au niveau des pôles. On peut aussi utiliser l'ellipsoïde qui est la surface de référence pour les observations GNSS. On peut aussi utiliser le géoïde qui est l'équipotentiel du champ de terrestre correspondant au niveau moyen des mers qui a pour principale limite la détermination difficile. Après la modélisation de la surface de la Terre, on passe à l'acquisition des surfaces. Les principales sources de surface ici sont l'imagerie satellitaire et la photographie aérienne. L'imagerie satellitaire consiste à observer la Terre depuis les satellites avec des capteurs embarqués qui peuvent offrir une résolution de 100 jusqu'à 1 mètre. La photographie aérienne consiste à utiliser ces mêmes capteurs sur des objets tels que des drones ou des avions afin d'imager le sol et d'obtenir des résolutions plus précises. On utilise une chaîne de pré-traitement sur ces différentes images telles que le géoréférencement, l'auto-rectification, l'harmonisation des résultats et le mosaïquage. Les techniques de modélisation du relief. Après donc ces étapes-là, on passe à la modélisation du relief, qui est la déformation même de la surface terrestre. Et pour ça, on peut utiliser les techniques photogrammétriques telles que la photogrammétrie stéréoscopique, qui consiste à prendre deux images d'une même zone avec des positions différentes
et à analyser les points de similitude entre ces images afin de déterminer les distances depuis le capteur jusqu'à ces points. Ça utilise le principe de la vision humaine qu'on appelle la parallaxe. Ensuite, on a le radar interférométrique qui est une technique qui consiste à envoyer des ondes de radar sur une surface et à mesurer le temps que ça met à revenir. En répétant ceci avec plusieurs capteurs, on peut obtenir une meilleure précision sur les observations. Enfin, on peut utiliser le LIDAR, qui est une technique qui est similaire à celle du radar, qui consiste à envoyer plutôt des ondes de laser sur une surface et à mesurer le temps de retour. En mesurant ainsi, on arrive à déterminer la distance entre le capteur et l'objet observé. Ceci permet d'obtenir des modèles numériques tels que le modèle numérique de terrain, qui est une approximation du sol nu, démuni de tous ses composants, et les modèles numériques de surface, qui est une approximation du sol en tenant compte de tous ses composants, les composants qui sont représentés tels que les bâtiments, la végétation, toute autre chose. Ensuite, on peut être amené à effectuer la reconstruction des objets 3D. Pour cela, on utilise la technique telle que les structures for motion, généralement à l'aide de code, où il est question de prendre différentes prises de vue, plusieurs prises de vue d'un même bâtiment, d'un même objet. Enfin, sur cette prise de vue-là, un algorithme va détecter les points caractéristiques. On va suivre donc ces points caractéristiques sur l'ensemble de ces images afin de calculer, à partir de la position de l'objet, on va calculer les coordonnées des différents points. On aura donc un nuage de points en 3D qui va par la suite être densifié. Le 3D meshing, c'est une technique qui consiste à partir du nuage de points densifiés obtenu, on va obtenir un modèle continu constitué de clients qu'on appelle mesh. Les techniques de visualisation 3D. La visualisation 3D, c'est le logiciel en fait qui permet de manipuler le globe virtuel, c'est-à-dire gérer les interactions, la position, les zooms, la gestion des niveaux de détail, les textures, etc. Et pour cela, on peut utiliser la plateforme Cesium.js, qui est une plateforme en ligne, une bibliothèque JavaScript en ligne professionnelle qui permet de développer un globe virtuel en langage de programmation JavaScript. C'est idéal parce que ça tient compte des niveaux de détail, ça tient compte de tous les paramètres informatiques. On n'a plus qu'à spécifier lesquels on veut et ça implémente. On peut aussi utiliser Unity 3D qui est un moteur de jeux vidéo, notamment en ce qui concerne la partie modélisation. Ensuite, on peut utiliser les logiciels SIG tels que QGIS, notamment pour la visualisation et le tracé des limites. Pour mettre en œuvre l'ensemble des connaissances que l'on a acquis durant cet exposé, on a décidé de passer par la plateforme Cesium.js car, comme on l'a dit, c'est une plateforme qui propose un modèle de surface qui est le WGS84. On a également choisi cette plateforme parce que ça tient compte des images satellitaires, des détails informatiques tels que la navigation de zoom, le niveau de détail d'intégration des MNT. Pour implémenter dans notre globe virtuel sur cette plateforme, on a d'abord dû créer un compte. Ensuite, on a créé des fichiers JavaScript, HTML et CSS à l'intérieur de l'éditeur Picham. Chacun de ces fichiers-là est fourni dans l'annexe de cette vidéo. Le résultat obtenu, c'est un globe virtuel fonctionnel dans lequel on peut naviguer comme illustre la vidéo suivante. Il suffit d'exécuter le fichier HTML en présence des autres fichiers et on peut voir l'illustration de ce globe virtuel fonctionnel qui va zoomer sur le campus de l'École nationale supérieure des travaux publics et illustrer les bâtiments, la 3D des bâtiments, qui est une fonctionnalité qu'on a implémentée. On voit que le relief est modélisé, les bâtiments sont sortis en 3D à l'aide des données de OpenStreetMap. Et on peut également, il y a une option de recherche qui permet de se positionner. Le globe virtuel est complet et tient compte de toute la surface terrestre. En conclusion, le développement d'un globe virtuel est un ensemble de processus qui commence par la définition d'un modèle géométrique qui requiert l'acquisition de données de surface, données qui devront être optimisées et qui combine plusieurs sciences de la Terre telles que la géodésie, la photogrammétrie et l'informatique. C'était Tom Pebougue André et Bakukam Joe Chelsea pour ce travail sur l'inventaire et les techniques de création d'un globe virtuel.